Voici l'histoire de plusieurs personnes qui ont voulu prendre un égo-portrait avec un animal sauvage et dont la quête de l'image parfaite s'est achevée en catastrophe. Un photographe s'est approché beaucoup trop près d'un grizzly. Une jeune femme est sortie de sa voiture face à des lions. Un autre homme s'est dangereusement penché hors de son véhicule de safari. Mais tout commence dans le Montana, où la recherche d'une photographie spectaculaire a transformé une excursion en montagne en véritable cauchemar. Le 10 août 2017, dans les paysages préservés du parc national de Glacier, au Montana, Ethan Walker prit une décision qui allait lui coûter la vie. Ce photographe de voyage indépendant, âgé de 31 ans, parcourait les montagnes rocheuses avec ses deux meilleurs amis. Leur séjour devait durer une semaine. Leur objectif était de photographier certains des paysages les plus impressionnants des États-Unis. Ce matin-là, les rayons dorés du soleil traversaient les vallées sculptées par les glaciers. Leur voiture de location s'arrêta près d'une prairie en bord de route. De nombreuses baies sauvages poussaient au milieu des hautes herbes, composant ce qui semblait être un décor naturel idéal. Daniel Brooks et Ryan Morales connaissaient bien l'obsession de leur ami pour la photographie parfaite. Daniel, ingénieur en informatique prudent de 33 ans, rappelait sans cesse les règles de sécurité imposées dans le parc. Ryan, entraîneur sportif âgé de 30 ans, filmait quant à lui presque tout leur voyage afin d'en publier des extraits sur les réseaux sociaux. Les trois hommes étaient inséparables depuis leurs années d'université. Mais le tempérament compétitif d'Ethan, toujours déterminé à obtenir une photographie d'animal sauvage capable de devenir virale, le poussait régulièrement à franchir des limites qui mettaient ses amis mal à l'aise. Des traces récentes d'ours s'enfonçaient profondément dans la terre meuble, près des buissons couverts de baies. Cet avertissement aurait dû suffire. Pourtant, tandis que d'autres touristes regagnaient déjà leur véhicule, le goût du risque d'Ethan le poussa à avancer. Les panneaux du parc ne laissaient pourtant aucune place au doute. Après des décennies de rencontres dangereuses, les gardes avaient affiché ces règles dans l'ensemble du parc national de Glacier. Mais là où les autres voyaient un danger, Ethan ne voyait qu'une occasion exceptionnelle. La prairie s'étendait devant lui comme un amphithéâtre naturel. Les buissons chargés de baies formaient l'arrière-plan rêvé pour ce qu'il imaginait déjà être la photographie la plus populaire de toute sa carrière. Malgré leur masse impressionnante, ils sont capables de courir à près de 56 km/h. Leurs 4 membres sont dotés d'une puissance dévastatrice et peuvent porter des coups capables de broyer un corps. Une force suffisante pour briser des os et écraser facilement les tissus les plus denses. Pendant la saison des baies, les grizzlies entrent dans une période appelée hyperphagie. Ils peuvent alors absorber jusqu'à 20 000 calories par jour afin de préparer leur hibernation. Si on les dérange pendant qu'ils se nourrissent, leur instinct défensif peut provoquer une réaction agressive aussi soudaine que mortelle pour quiconque s'aventure trop près. Le grand grizzly, qui fouillait les buissons, se nourrissait paisiblement lorsqu'Ethan prit sa décision fatale. Téléphone tendu devant lui, il franchit la barrière située au bord de la route et s'avança directement dans la prairie. Ryan continua de filmer depuis la sécurité du véhicule. Daniel, lui, resta figé près de la voiture. Horrifié, il regarda son ami tourner le dos au grizzly afin de placer l'animal derrière lui dans le cadre de ce qu'il espérait être l'égo-portrait parfait. La tête massive de l'ours se redressa aussitôt. Ses yeux sombres se fixèrent sur l'intrus qui venait de pénétrer dans son espace de nourrissage. Sans la moindre hésitation, le grizzly chargea à travers la prairie avec une rapidité terrifiante. Ses lourdes pattes martelaient le sol. En quelques secondes, il avait presque entièrement comblé la distance. Ethan eut à peine le temps de réagir. L'énorme animal le percuta de plein fouet. Ses puissantes pattes avant le frappèrent et le projetèrent violemment au sol. Le bruit du choc résonna dans toute la prairie. Avant même qu'Ethan puisse tenter de se relever, le grizzly était sur lui. Son poids immense le maintenait écrasé contre la terre. L'ours baissa la tête et mordit en direction du crâne et du haut du dos, tout en labourant le corps de ses griffes. Il s'agissait d'une réaction défensive typique lors d'une attaque à très courte distance. La violence des coups fractura plusieurs côtes et ouvrit de profondes blessures. Ethan se débattait sous la masse écrasante de l'animal,
Mais l'agression ne prit pas fin immédiatement. Le grizzly continua de mordre et de griffer tandis que sa victime restait au sol. L'attaque se prolongea assez longtemps pour que l'animal considère la menace comme totalement neutralisée. Des témoins expliquèrent plus tard que l'agression avait duré plusieurs interminables secondes. Lorsqu'Ethan cessa finalement de bouger, le grizzly resta encore un court instant au-dessus de lui. Il soufflait bruyamment et tournait en petits cercles serrés, un comportement défensif fréquemment observé chez cette espèce. Ce ne fut qu'après avoir constaté l'immobilité totale de la victime que l'animal recula lentement vers les buissons couverts de baies. Les gardes du parc retrouvèrent ensuite le corps d'Ethan près du lieu de l'attaque. Ils confirmèrent que les traumatismes massifs et la grave hémorragie interne avaient entraîné sa mort en quelques minutes, et non sur le coup. Ces blessures correspondaient à celles généralement constatées après une attaque de grizzly à très courte portée. L'enquête révéla qu'Ethan avait enfreint plusieurs règles de sécurité. Il s'était approché bien au-delà de la limite autorisée, alors que l'ours se nourrissait dans son habitat naturel. Le drame bouleversa le milieu de la photographie de voyage. Beaucoup de personnes qui suivaient Ethan refusèrent d'abord de croire qu'un homme aussi habitué aux animaux sauvages avait pu commettre une erreur de jugement aussi fatale. Sa famille demanda que son deuil soit respecté. De leur côté, les responsables du parc s'appuyèrent sur cet accident pour rappeler l'importance absolue de conserver une distance suffisante avec les animaux sauvages. L'histoire d'Ethan Walker montre à quelle vitesse les prédateurs les plus puissants de la nature peuvent devenir mortels lorsqu'un être humain franchit leurs limites invisibles. Pour Chloé Whitmore, ce ne furent pas les montagnes du Montana qui éveillèrent son désir d'aventure, mais les immenses savanes d'Afrique du Sud. Là-bas, un autre prédateur dominant allait démontrer que même le roi des animaux ne laisse aucune chance à ceux qui s'approchent trop près. Le 3 août 2016, Chloé descendit de sa voiture de location sous la chaleur étouffante du parc national Kruger, en Afrique du Sud. Elle ne savait pas encore qu'elle était sur le point de devenir une nouvelle victime dans l'une des réserves naturelles les plus dangereuses d'Afrique. Cette responsable adjointe dans un magasin, originaire de Manchester, avait 24 ans. Elle avait économisé pendant 2 années afin de s'offrir le safari de ses rêves avec son compagnon, Oliver Hayes. Oliver, mécanicien âgé de 26 ans, partageait son goût de l'aventure. En revanche, il connaissait mal les règles de sécurité à respecter face aux animaux sauvages africains. Le couple parcourait seul les vastes étendues du parc Kruger. Leur voiture suivait des pistes poussiéreuses à travers une savane parsemée d'acacias sous un soleil d'après-midi impitoyable. Le compte de Chloé sur les réseaux sociaux regorgeait déjà de photographies prises pendant le voyage. Chaque publication recevait des centaines de réactions de personnes qui enviaient son aventure africaine. Passionnée par les voyages, elle documentait chacune de ses expériences. Elle cherchait constamment l'image parfaite, celle qui restituerait toute la beauté brute du monde naturel. Plus tôt dans la matinée, des occupants d'autres véhicules avaient signalé la présence de lions au repos près de cette portion de piste. Dans tout le parc Kruger, les panneaux rappelaient une règle fondamentale. Il fallait rester à l'intérieur des véhicules en permanence. Les gardes avaient répété ce message lors de la présentation des consignes. Mettre un pied dehors revenait à pénétrer sur le territoire de prédateurs dominants. Tous les quelques kilomètres, des panneaux d'avertissement montraient sans détour ce qui pouvait arriver aux visiteurs qui ignoraient ces règles destinées à leur sauver la vie. Plusieurs lions étaient couchés dans les hautes herbes dorées lorsque Chloé prit sa décision fatale. Sous la chaleur de l'après-midi, les félins semblaient détendus. Leur corps fauve se distinguait à peine au milieu de la végétation desséchée par le soleil. Oliver se tenait à côté de la portière ouverte, appareil en main. Il prenait ce qu'il pensait être des photographies sans danger depuis une distance raisonnable. Mais pour Chloé, les lions étaient encore trop loin. Elle voulait un égo-portrait beaucoup plus spectaculaire. Les lions d'Afrique font partie des prédateurs les plus puissants du continent. De muscles et d'instincts meurtriers. Ils s'appuient sur leur discrétion et sur une accélération fulgurante pour surprendre leur proie. Leurs griffes s'enfoncent dans la chair et la déchirent, tandis que leurs mâchoires se referment avec une force dévastatrice. Malgré l'avertissement d'Oliver,
Chloé s'éloigna encore de quelques pas du véhicule et se dirigea vers les herbes afin d'améliorer l'angle de son égoportrait. Elle s'accroupit légèrement, le téléphone tendu devant elle, en essayant de placer les lions éloignés dans le cadre. Ce simple mouvement changea tout. En abaissant son corps et en s'éloignant davantage de la voiture, elle paraissait plus petite, plus isolée et plus vulnérable dans l'immensité de la savane. Oliver continua de prendre des photographies près du véhicule. Il ne vit pas qu'une lionne avait commencé à avancer silencieusement dans les hautes herbes. Le prédateur progressait lentement, le ventre près du sol. Son pelage fauve se confondait parfaitement avec la végétation sèche. Elle se rapprochait par étapes prudentes, presque invisibles. Le couvert à lag par l'écran de son téléphone. Elle modifiait encore son angle pour s'assurer que les lions apparaissaient bien derrière elle. Sa posture accroupie et son éloignement du véhicule déclenchèrent l'instinct de chasse de la lionne. Sa silhouette ressemblait désormais à celle d'une proie vulnérable. L'attaque éclata sans prévenir. La lionne jaillit des herbes dans une explosion de puissance. Après s'être approchée furtivement, elle parcourut la dernière distance en quelques foulées, puis bondit sur Chloé. Le choc fut d'une violence effroyable. La lionne ne chercha pas à lui briser les os avec l'impact. Elle referma directement ses mâchoires autour de sa gorge, utilisant la morsure mortelle classique des grands félins. La pression comprima la trachée et les artères carotides. En quelques secondes, l'air et le sang cessèrent de circuler normalement. Chloé se débattit brièvement sous le poids de l'animal. La lionne la maintenait plaquée contre le sol tout en conservant sa prise suffocante. Très vite, les mouvements de Chloé ralentirent. Le manque d'oxygène lui fit perdre connaissance. Le prédateur conserva encore sa prise pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce que sa victime ne bouge plus. Puis desserra ses mâchoires. Ses puissantes pattes avant appuyaient toujours sur les épaules de Chloé, supprimant toute possibilité de fuite, pendant que la morsure fatale restait verrouillée autour de sa gorge. La lionne traîna ensuite le corps inerte sur quelques mètres vers les hautes herbes, obéissant à l'instinct qui pousse un prédateur à éloigner sa proie de la route. Ce ne fut que lorsque des véhicules voisins s'approchèrent, moteurs rugissants, qu'elle lâcha Chloé et se retira dans la végétation. Les gardes du parc arrivèrent environ 20 minutes plus tard, mais il n'y avait déjà plus rien à faire. Les enquêteurs conclurent que la mort correspondait à une suffocation rapide, accompagnée d'une compression des principaux vaisseaux sanguins provoquée par la morsure à la gorge. Les responsables du parc Kruger profitèrent de cette tragédie pour rappeler leurs règles de sécurité. Ils insistèrent sur le fait que ces consignes existaient précisément pour éviter ce genre de mort. L'accident bouleversa le monde du voyage. Beaucoup se demandèrent comment une personne avait pu ignorer des avertissements aussi simples et aussi clairement affichés. La famille de Chloé demanda le respect de son intimité pendant son deuil. Par la suite, ses proches soutinrent toutefois les efforts du parc pour mieux informer les visiteurs des dangers liés aux animaux sauvages. L'histoire de Chloé Whitmore rappelle avec une brutalité absolue que les grands prédateurs d'Afrique ne font preuve d'aucune indulgence envers ceux qui quittent la protection de leur véhicule. Pour Emma Collins, ce ne furent pas les savanes sèches qui exercèrent leur attraction, mais les rives verdoyantes d'un fleuve de Zambie. Sous ces eaux troubles se dissimulait un autre animal redoutable. Le 11 juin 2018, Emma prit une décision fatale sur les berges boueuses de la rivière Luangwa, en Zambie. Sous la surface opaque se cachait l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Cette blogueuse de voyage, âgée de 38 ans, avait rassemblé un public important en publiant ses rencontres avec la faune sauvage du continent. Elle cherchait toujours à repousser les limites afin d'obtenir des photographies saisissantes, capables de retenir l'attention de ses abonnés. Elle participait à une excursion consacrée à la photographie animalière. Le groupe était dirigé par Daniel Foster, un guide de safari expérimenté qui parcourait depuis plus de 15 ans les zones dangereuses de la vallée de la Luangwa. Depuis plusieurs heures, les participants suivaient les méandres de la rivière. Ils recherchaient les meilleurs endroits pour photographier les hippopotames et les crocodiles vivant dans ces marécages. La détermination d'Emma à obtenir des images rares lui avait valu une certaine reconnaissance dans le milieu de la photographie de voyage.
Mais cette même détermination la poussait également à prendre des risques que des photographes plus prudents auraient refusés. Devant eux, la rivière Luangwa serpentait comme un ruban brun au milieu d'un paysage luxuriant. Ses berges étaient couvertes de roseaux épais et de plaques de boue collantes. Daniel avait averti le groupe à plusieurs reprises. Les hippopotames étaient extrêmement territoriaux et provoquaient davantage de morts humaines en Afrique que tout autre grand mammifère. Il avait expliqué que, malgré leur apparence trompeusement paisible, ces animaux devenaient particulièrement agressifs lorsqu'un être humain pénétrait trop près de leur territoire aquatique. Plusieurs hippopotames remontaient régulièrement à la surface, près de la rive. Leur tête massive émergeait de l'eau, tandis qu'ils surveillaient les humains qui s'approchaient, avec une méfiance de plus en plus évidente. Mais les avertissements du guide semblaient ne pas atteindre Emma. Toute son attention était tournée vers les possibilités photographiques qui s'offraient à elle. L'hippopotame compte parmi les animaux les plus meurtriers d'Afrique. Leurs énormes mâchoires abritent des canines tranchantes. Les hippopotames défendent férocement leur territoire, surtout autour des points d'eau. Ils sont capables d'attaquer tout ce qu'ils considèrent comme une menace. Leur gueule peut s'ouvrir selon un angle d'environ 150 degrés, dévoilant une ouverture gigantesque capable de broyer les eaux avec une force terrifiante. Téléphone tendu devant elle, Emma descendit sur la berge boueuse. Elle voulait obtenir ce qu'elle imaginait être l'égo-portrait parfait au bord de la rivière. L'argile humide s'écrasait sous ses chaussures tandis qu'elle s'approchait du bord. Depuis un terrain plus élevé, Daniel lui cria de reculer. Mais Emma resta concentrée sur son cadrage. Elle cherchait à placer l'immense animal à l'arrière-plan. Soudain, l'eau s'agita près de la rive. L'hippopotame venait de bouger dans les eaux peu profondes. Son large dos apparut brièvement juste sous la surface. L'animal ne s'éloigna pas lentement en nageant. Il demeura presque entièrement immergé, à faible distance, et observa l'intruse. Emma, elle, resta au bord de l'eau. Totalement absorbée par sa photographie, elle ne comprit pas que le géant territorial évaluait la présence humaine qui venait d'entrer dans son domaine. Sans aucun avertissement, l'hippopotame jaillit des eaux peu profondes avec une puissance explosive. Son corps colossal surgit sur la berge boueuse, tandis que l'eau ruisselait sur toute sa masse. Le mâle territorial chargea Emma en quelques foulées pesantes. Sa gueule s'ouvrit largement, révélant une cavité terrifiante bordée de défenses épaisses couleur ivoire. Emma n'eut pas le temps de réagir. La tête massive de l'hippopotame la percuta avec une force dévastatrice. Ses mâchoires se refermèrent sur son torse dans une morsure écrasante. Le choc fractura immédiatement plusieurs côtes et provoqua des lésions internes catastrophiques. Les puissantes défenses traversèrent les chairs et les os, tandis que la pression de la morsure comprimait sa cage thoracique bien au-delà de ce qu'un corps humain pouvait supporter. L'hippopotame ne la retint pas comme l'aurait fait un prédateur. Il releva brutalement la tête et projeta violemment son corps sur le côté. Ce mouvement causa des traumatismes massifs avant qu'Emma ne retombe sur la berge couverte de boue. Le géant territorial souffla bruyamment. Il balança encore une fois son énorme tête, comme pour s'assurer que la menace avait été neutralisée, puis fit demi-tour et regagna l'eau. En quelques secondes, l'animal disparut dans les eaux troubles et peu profondes, où le reste du groupe d'hippopotames se trouvait toujours à proximité. Daniel et les autres guides éloignèrent immédiatement le corps d'Emma de la rive, mais les blessures causées par la morsure avaient entraîné sa mort presque aussitôt après l'attaque. Les secours confirmèrent plus tard qu'un grave traumatisme thoracique et une hémorragie interne catastrophique avaient rendu toute survie impossible dès l'instant de l'impact. L'enquête établit qu'Emma avait enfreint les règles de sécurité élémentaires en s'approchant beaucoup trop près du bord, alors que des hippopotames territoriaux étaient actifs dans la zone. Les autorités zambiennes chargées de la faune utilisèrent l'accident pour renforcer les campagnes d'information sur les dangers des hippopotames. Elles rappelèrent que ces animaux tuent davantage de personnes en Afrique que beaucoup d'autres grands prédateurs. La mort tragique d'Emma bouleversa le milieu des blogueurs de voyage. Beaucoup de ses abonnés ne parvenaient pas à comprendre comment une photographe aussi habituée à la faune sauvage avait pu être tuée par un animal qui, vu de loin,
paraissait si paisible. Sa famille demanda à pouvoir vivre son deuil à l'écart des regards. Elle soutint néanmoins les efforts visant à mieux informer les voyageurs sur les dangers cachés des cours d'eau africains. L'histoire d'Emma Collins rappelle de manière terrible que certains des animaux les plus dangereux d'Afrique se dissimulent sous des eaux apparemment calmes. Pour Anna Lawson, ce ne furent pas les rivières boueuses de Zambie qui éveillèrent son intérêt, mais les magnifiques voies d'eau bordées de mangroves du nord de l'Australie. Là, un prédateur ancestral attendait avec une patience presque préhistorique. Le 17 avril 2015, Anna prit une décision qui allait lui coûter la vie dans les paysages aquatiques du parc national de Kakadu, au cœur du territoire du nord australien. Sous une surface faussement paisible, rôdaient des prédateurs venus d'un autre âge. Hannah, institutrice de 29 ans, originaire de Brisbane, explorait le nord de l'Australie avec son mari, Michael, comptable âgé de 35 ans, et leur fille Sophie, qui avait 10 ans. Ce voyage devait être des vacances familiales à la fois éducatives et dépaysantes. La famille avait passé la matinée à marcher sur des passerelles surélevées, traversant les magnifiques zones humides de Kakadu. Passionnée par la photographie animalière, Anna documentait leur traversée de l'extrême nord australien. Elle cherchait notamment à prendre des images de crocodiles marins. La plateforme d'observation où ils s'arrêtèrent dominait une rivière soumise aux marées qui longeait de très anciennes forêts de mangroves. Dans tout le parc, les gardes avaient installé des panneaux montrant des images explicites et des avertissements très clairs sur la présence de crocodiles marins dans ces eaux. Lors de la présentation des consignes, les guides avaient répété que les visiteurs devaient rester en permanence sur les passerelles prévues à cet effet. S'approcher du bord de l'eau signifiait pénétrer sur le territoire de prédateurs dominants dont l'apparence et les méthodes de chasse avaient très peu changé depuis des millions d'années. La rivière bordée de mangroves s'étendait devant la famille comme un miroir. Sa surface immobile ne révélait rien des tueurs préhistoriques qui patrouillaient dans ces eaux. Michael resta sur la plateforme surélevée avec Sophie. Il prenait des photographies de famille pendant que Anna cherchait le meilleur angle possible. En contrebas, la berge boueuse paraissait inoffensive. Sa pente douce descendait jusqu'au bord de l'eau, où de petits poissons venaient parfois troubler la surface. Les crocodiles marins sont souvent décrits comme des dinosaures vivants. Ces prédateurs dominants sont restés presque inchangés pendant des millions d'années. Ils sont ainsi les plus grands reptiles encore vivants sur Terre. Téléphone tendu devant elle, Anna descendit sur la berge boueuse. Elle se plaça pour prendre ce qu'elle imaginait être le parfait égo-portrait familial au bord de la rivière. L'argile molle s'enfonçait sous ses pieds, tandis qu'elle arrivait à seulement quelques mètres de l'eau. Depuis la plateforme, Michael lui cria quelque chose, mais Anna resta concentrée sur son cadrage. Elle voulait réunir dans une seule image toute la beauté sauvage de Kakadu. Un énorme crocodile marin se trouvait immobile sous la surface. Seuls ses yeux préhistoriques surveillaient l'activité humaine au-dessus de lui. L'ancien prédateur avait perçu les vibrations des pas qui se rapprochaient du bord. Ce signal réveilla des instincts de chasse perfectionnés au cours de millions d'années. Sans le moindre avertissement, le crocodile jaillit de l'eau à une vitesse foudroyante. Ses immenses mâchoires s'ouvrirent tandis qu'il se projetait vers sa victime, qu'il n'avait pas vue venir. Anna n'eut aucune possibilité de réagir. Les mâchoires puissantes du reptile se refermèrent sur sa jambe avec une force capable de broyer les os. Ses dents tranchantes traversèrent les chairs et atteignirent les structures osseuses, assurant une prise impossible à desserrer. Le crocodile commença immédiatement à l'entraîner vers les eaux plus profondes. Puis il déclencha sa sinistre rotation mortelle. Toujours agrippé au corps de Anna, l'animal se mit à tourner rapidement sur lui-même dans l'eau. La violence du mouvement provoqua des blessures catastrophiques. Sous l'effet des énormes forces de torsion, des os se brisèrent et des articulations se déboîtèrent. La puissante queue du crocodile frappait l'eau, tandis que les rotations se poursuivaient. Chaque tour infligeait de nouveaux dégâts aux organes vitaux et aux vaisseaux sanguins. Le crocodile ne s'arrêta pas. Il continuait de tourner en entraînant sa victime vers une zone plus profonde. Le corps de Anna finit par devenir inerte. La combinaison de la morsure écrasante, des rotations violentes, des hémorragies internes massives et des lésions de la colonne vertébrale avait supprimé toute résistance.
Le crocodile s'immergea finalement avec sa proie et disparut complètement sous la surface trouble. Les cris de Michael alertèrent les gardes du parc qui se précipitèrent sur place. Mais le reptile avait déjà emporté Anna dans les chenaux profonds. Les secours lancèrent aussitôt une opération de recherche. Cependant, le prédateur s'était retiré dans le dédale des voies d'eau. Après de longues recherches, les gardes retrouvèrent finalement les restes de Anna plusieurs kilomètres en aval. L'enquête confirma qu'elle était morte en quelques minutes. La noyade s'était ajoutée aux blessures traumatiques provoquées par la morsure et les rotations du crocodile. La tragédie bouleversa le secteur touristique australien. Beaucoup se demandèrent comment une voyageuse aussi expérimentée avait pu ignorer des avertissements de sécurité aussi clairement affichés. La famille de Anna demanda que son intimité soit respectée pendant son deuil. Plus tard, ses proches soutinrent les efforts du parc visant à informer les visiteurs des dangers représentés par les crocodiles. L'histoire de Anna Lawson rappelle de façon effroyable que les prédateurs ancestraux d'Australie ne laissent aucune chance à ceux qui s'aventurent trop près de leur domaine aquatique. Pour Brandon Miller, ce ne furent pas les rivières bordées de mangroves d'Australie qui suscitèrent son désir d'aventure, mais les pistes poussiéreuses des réserves de tigres indiennes. Là-bas, l'un des prédateurs les plus impressionnants de la planète allait démontrer pourquoi il reste un chasseur dominant absolu. Le 9 novembre 2017, Brandon prit une décision fatale pendant un safari matinal en véhicule tout-terrain dans le parc national de Ranthambore, en Inde. Dans ces forêts anciennes, les tigres vivaient en liberté sur un territoire marqué par d'innombrables chasses au fil des millénaires. Brandon, responsable d'entrepôt âgé de 34 ans et originaire de Détroit, avait voyagé jusqu'en Inde avec ses deux meilleurs amis. Grace Liu, infirmière de 32 ans, et Jason Morales, chef de chantier de 36 ans, l'accompagnaient dans ce qui devait être l'aventure de leur vie. Ensemble, ils voulaient découvrir l'une des plus célèbres réserves de tigres au monde. Le groupe était arrivé à Ranthambore pendant la meilleure période pour observer ces félins. Durant les mois secs de l'hiver, les tigres, habituellement difficiles à repérer, se rapprochaient davantage des points d'eau et des pistes qui traversaient les 392 km² du parc national. Impulsif et aventureux, Brandon avait réservé ce safari coûteux après avoir regardé sur les réseaux sociaux des vidéos virales de rencontres avec des tigres. Il était déterminé à obtenir ses propres images spectaculaires afin d'impressionner les personnes qui le suivaient chez lui. L'air du petit matin était frais. Leur véhicule de safari ouvert rebondissait sur une piste poussiéreuse, tandis que leur guide expérimenté expliquait que des tigres se reposaient parfois près de ces chemins pendant leur patrouille de chasse à l'aube. Avant leur entrée dans le parc, le guide avait présenté toutes les consignes de sécurité. Il avait insisté sur la rapidité et la puissance extraordinaire des tigres et sur la nécessité de rester assis dans le véhicule en permanence. Au fil des décennies, les tigres de Ranthambore s'étaient quelque peu habitués à la présence des véhicules de safari. Mais ils restaient des prédateurs sauvages, dont personne ne pouvait prévoir ou contrôler totalement le comportement. Le soleil du matin traversait les arbres sombres et les bosquets de bambous clairsemés. Cette lumière offrait d'excellentes conditions pour photographier la faune, tandis que le véhicule suivait le réseau de pistes creusées à travers la forêt. Grace et Jason restaient assis, leurs appareils prêts. Mais à mesure qu'il approchait d'une zone où des traces récentes de tigres apparaissaient dans la poussière, le tempérament compétitif de Brandon et son désir d'obtenir l'image parfaite commencèrent à l'emporter sur son bon sens. Le guide leur montra des empreintes de pattes et des marques de griffes sur les arbres voisins. Tous ces indices indiquaient qu'un grand tigre mâle était passé dans la zone peu de temps auparavant. Le tigre du Bengale est un prédateur dominant. Sa puissance lui permet d'abattre des animaux bien plus lourds que lui. Ses mâchoires et ses longues canines sont conçues pour saisir la gorge ou le cou d'une proie. Quant à ses pattes avant, elles sont assez puissantes pour renverser un grand animal d'un seul coup. Le véhicule ralentit sur une piste étroite, dans des broussailles basses. Son pelage rayé se confondait avec les herbes sèches et les ombres. L'animal paraissait détendu, mais il restait attentif. Il observait le véhicule sans bouger.
D'une voix basse, le guide ordonna à tout le monde de rester parfaitement immobile. Brandon se redressa pourtant dans le véhicule ouvert. Téléphone tendu devant lui, il essaya de placer le tigre dans l'arrière-plan de son image. Le guide lui demanda immédiatement de se rasseoir. Il l'avertit qu'un mouvement brusque pouvait provoquer une réaction de l'animal. Mais Brandon se pencha encore davantage au-dessus de la barre latérale pour obtenir une vue plus dégagée. Ce mouvement attira aussitôt l'attention du tigre. Le félin releva la tête. Ses oreilles se tournèrent vers l'avant tandis qu'il fixait la seule silhouette qui n'était plus assise comme les autres. Pendant plusieurs secondes, il demeura immobile. Sous son pelage rayé, ses muscles étaient tendus. Il observait Brandon déplacer son poids à l'extérieur du véhicule. Il n'y eut ni rugissement puissant, ni avertissement. Brusquement, le tigre bondit hors des broussailles et parcourut la courte distance dans une accélération fulgurante. Son attaque était dirigée vers le côté du véhicule où Brandon se penchait. Le prédateur réagissait à la cible en mouvement qui se trouvait le plus près de lui. Les pattes avant du tigre frappèrent le flanc du véhicule et atteignirent Brandon au haut du corps. Déséquilibré, l'homme fut arraché à son siège ouvert et entraîné sur la piste, à côté du véhicule. Avant qu'il ne puisse se reprendre, le tigre était déjà sur lui. Le poids du félin le plaquait au sol, tandis que ses deux amis criaient de panique. Le tigre referma ses mâchoires sur le côté de son cou et sur sa gorge. Il utilisait la morsure mortelle typique qui lui permet de maîtriser les grandes proies. La pression écrasa les voies respiratoires et endommagea d'importants vaisseaux sanguins. La violence avec laquelle Brandon avait heurté le sol provoqua également un grave traumatisme dans la partie supérieure de sa colonne vertébrale. En quelques secondes, il cessa de bouger. L'attaque avait suivi le même schéma instinctif que celui employé par les tigres lorsqu'ils abattent une proie dans la nature. Le conducteur accéléra immédiatement. Dans le même temps, le guide cria et frappa la structure métallique du véhicule pour produire le plus de bruit possible. Le déplacement soudain du véhicule et les cris poussèrent le tigre à desserrer ses mâchoires. Le félin recula et se retira dans les broussailles à quelques mètres de la piste. Il continua pourtant à observer le groupe. Grace et Jason appelèrent désespérément à l'aide. Brandon restait étendu, immobile sur le chemin de terre. La gravité de ses blessures ne laissait guère de doute. Le guide contacta les responsables du parc par radio. Mais le groupe se trouvait loin à l'intérieur de la réserve et plusieurs minutes furent nécessaires avant qu'un autre véhicule de patrouille arrive pour les aider. Les gardes atteignirent finalement les lieux et confirmèrent que les blessures au cou et à la colonne vertébrale étaient mortelles. L'importante perte de sang et la destruction des voies respiratoires ne lui avaient laissé aucune chance de survie. La zone fut sécurisée, puis les touristes encore présents furent évacués. Le tigre, lui, disparut dans la forêt aussi rapidement qu'il en était sorti. L'accident adressa un avertissement sévère aux visiteurs comme aux organisateurs de safari. Même dans les parcs où les animaux semblent habitués aux véhicules, les prédateurs restent entièrement sauvages. Se mettre debout ou se pencher hors du véhicule revient à supprimer la seule barrière séparant l'être humain du chasseur. Dans de rares instants comme celui-ci, l'instinct peut reprendre le dessus en une fraction de seconde. L'erreur fatale de Brandon Miller montre à quelle vitesse une rencontre apparemment maîtrisée avec un animal sauvage peut se transformer en situation mortelle lorsque les règles de sécurité les plus élémentaires sont ignorées. Dans un endroit comme Ranthambore, la distance entre la fascination et le danger ne mesure parfois que quelques mètres.